Chers élèves de la classe 46, bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours, cette fois-ci de géographie, sur les mers et les océans dans le cadre de la mondialisation. Je vous rappelle la définition de la mondialisation. C'est la mise en relation des différentes parties du monde sous l'effet de l'accélération des échanges et des mobilités humaines, comme les migrations transnationales et le tourisme que nous avons déjà étudiés. La mondialisation est favorisée par les progrès des transports et des télécommunications. Elle transforme les espaces, comme les métropoles, cela aussi nous l'avons vu, et sélectionne les territoires, certains étant connectés au monde et d'autres pas. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment les espaces maritimes du globe sont devenus des espaces majeurs de cette mondialisation, tels que nous venons de la définir. Voici le plan général de ce nouveau chapitre, c'est donc le chapitre 13 dans votre manuel. Mers et océans, un monde maritimisé, cela correspond aux pages 280 à 305. Dans la première partie, nous verrons comment mers et océans sont devenus des espaces majeurs de circulation et d'échange. Dans une deuxième partie, nous étudierons la manière dont les espaces maritimes sont aménagés et intégrés à la mondialisation. Et enfin, dans une troisième partie, nous verrons que mers et océans sont des espaces stratégiques, mais également menacés. Je vous conseille de mettre cette vidéo sur pause pour pouvoir recopier le titre et le plan général du chapitre sur votre cahier, mais vous pouvez aussi, comme d'habitude, l'imprimer depuis École Directe, rubrique cahier de texte, puis contenu de séance du jour. Nous commençons cette première séance avec le grand 1. Pourquoi et comment mers et océans sont-ils devenus des espaces majeurs de circulation et d'échange? Deux sous-parties. Le grand A est consacré à l'augmentation du trafic maritime de marchandises et dans le grand B, nous suivrons ces immenses navires à travers le monde puisque nous étudierons les routes maritimes. Commençons donc avec le grand A. Pourquoi le trafic de marchandises a augmenté et surtout, pourquoi cette augmentation a-t-elle profité essentiellement au transport maritime de marchandises puisqu'aujourd'hui, il représente 90% des échanges. Tout d'abord, je vous rappelle quelques notions importantes. Qu'est-ce qu'une marchandise? Une marchandise est un produit susceptible d'être acheté ou vendu. Cela inclut les matières premières, les denrées alimentaires et les objets manufacturés. Les matières premières ne sont pas transformées. Elles sont dans leur état d'origine, leur état premier, d'où leur nom. Ce sont par exemple les ressources agricoles brutes, comme les céréales, ou les sources d'énergie, comme le gaz, le pétrole et le charbon, ou encore les métaux, comme l'aluminium ou le cuivre. Quand une matière première est transformée, elle devient un bien de consommation, c'est-à-dire tout ce que vous pouvez utiliser en l'état. Par exemple, un ordinateur, une paire de baskets, un t-shirt ou une tablette de chocolat. Ce que vous touchez autour de vous, ce que vous portez, ce que vous consommez, ce sont des biens de consommation. Depuis 1990, les échanges commerciaux de marchandises ont été multipliés par 3,5 à travers le monde. Les raisons de cette augmentation sont au nombre de 3. La première, c'est la hausse de la consommation. Nous achetons de plus en plus de biens de consommation et cela stimule les échanges commerciaux. La seconde raison, c'est la baisse des droits de douane, c'est-à-dire les taxes qui sont ajoutées à un produit quand il entre dans un pays. Lorsque votre paire de baskets venue de Chine arrive en France, eh bien la France lui ajoute une taxe ou un impôt qu'on appelle un droit de douane. En revanche, les droits de douane ont été supprimés entre pays membres de l'Europe. Donc, entre les droits de douane supprimés et les droits de douane à l'international qui ont baissé, les marchandises sont devenues moins chères, on en consomme plus. Enfin, la troisième raison, c'est que les coûts du transport ont également baissé, car les marchandises peuvent être transportées par voie terrestre, on les charge à ce moment-là sur des camions ou des trains, par voie aérienne, grâce aux avions, tout particulièrement aux avions cargo, et enfin par voie maritime, en utilisant des navires de commerce qui constituent la marine marchande ou la flotte marchande. Et c'est la mer qui rend possible le commerce international aujourd'hui, car 90% du transport de toutes les marchandises se fait par voie maritime. Chaque jour, près de 50 000 navires marchands sillonnent les mers et les océans.
Le volume des marchandises transportées par la mer a été multiplié par 10 depuis 1950, passant de un peu moins de 1 milliard de tonnes à près de 11 milliards de tonnes. Alors pourquoi cette hausse du trafic maritime ? Parce que le transport par bateau coûte moins cher que le transport par voie terrestre ou aérienne. Les bateaux peuvent être chargés et déchargés rapidement, or le temps c'est de l'argent, avec d'énormes volumes de marchandises qui sont transportées sur de longues distances. C'est ce que nous allons voir maintenant. Pour être compétitive, la flotte marchande s'est d'abord spécialisée par type de marchandises. Le pétrole, par exemple, est transporté dans des tankers. Tank en anglais veut dire réservoir, citerne. Le gaz est acheminé par des navires gaziers. Les produits en vrac, comme les céréales ou le charbon, est transporté sur des vraquiers. Les biens de consommation, quant à eux, sont transportés dans de grandes boîtes métalliques aux dimensions standards appelées conteneurs et ils sont chargés sur des navires porte-conteneurs. Ce sont les géants des mers, des bateaux qui mesurent jusqu'à 400 mètres de long, soit aussi long que 4 terrains de football. Les containers représentent une amélioration majeure dans le transport des marchandises, une amélioration qui a surtout bénéficié au transport maritime. Les containers s'empilent facilement, vous le voyez sur cette photo, et ils passent rapidement d'un mode de transport à un autre, du camion au bateau ou du bateau au train. On parle alors d'intermodalité. Comme vous le voyez sur cette image, les conteneurs vont du camion au bateau, ils sont chargés au moyen de différentes grues, en jaune sur la photo, et les plus grands navires porte-conteneurs en accueillent plus de 20 000. Car les navires marchands, en plus de se spécialiser par type de marchandises, sont aussi devenus de plus en plus gros. En une 50aine d'années, les porte-conteneurs, par exemple, ont grossi aussi bien au-dessus de l'eau qu'en dessous, pour atteindre jusqu'à 15 mètres de profondeur, soit un immeuble de 5 à 6 étages, mais sous l'eau. La taille des porte-conteneurs a plus que doublé, et les distances qu'ils peuvent parcourir également. Ces navires peuvent maintenant faire le tour du monde, et surtout leur capacité de chargement, ici des voitures, a été multipliée jusqu'à 200 fois. Un porte-conteneur transporte toutes sortes de biens de consommation. Il y a de grandes chances que ce que vous voyez autour de vous, les meubles, ce que vous portez, ce que vous consommez, ait été acheminé par voie maritime sur un porte-conteneur. Ici, vous avez le détail de ce qui est chargé, vêtements, électroménagers, viande, voitures aussi, camions parfois, d'autant que certains conteneurs sont réfrigérés pour que la nourriture ne s'abîme pas pendant le voyage. L'exemple que j'ai choisi ici, c'est le porte-conteneur de la première compagnie maritime au monde et le plus grand armateur de porte-conteneurs, c'est la firme danoise Maersk. Sur cette image, vous voyez que pour transporter toute la marchandise du porte-conteneur, il faudrait 1100 Boeing 747, 35 trains de 2,5 km chacun, soit un train unique de plus de 90 km de long, et enfin plus de 11 000 camions. Il est donc bien moins cher d'utiliser le bateau parce que vous pouvez charger rapidement, grâce aux conteneurs standardisés, de grandes quantités de produits grâce à des bateaux devenus gigantesques. Ces produits sont ensuite acheminés en un seul voyage au lieu de plusieurs allers-retours vers leur destination finale. Le transport maritime permet de réaliser ce qu'on appelle des économies d'échelle. Et si l'on ajoute la relative simplicité de la navigation sur les mers et les océans, pas besoin de construire des routes, des tunnels ou des ponts, on comprend pourquoi 90% des échanges de marchandises se font par voie maritime. Le transport maritime s'est donc rationalisé, ses coûts sont très avantageux sur de longues distances par rapport au transport aérien et terrestre. Jamais le commerce international n'a été aussi dépendant du transport sur les mers et les océans, qui sont aujourd'hui une composante majeure de la mondialisation. Quel trajet empruntent tous ces bateaux de commerce ? C'est ce que nous allons voir dans la grande baie avec les routes maritimes. Je profite de ce chapitre pour faire un rappel rapide de la géographie des mers et des océans. Les mers et les océans recouvrent 71% de la surface de la Terre, d'où son surnom de planète bleue. C'est ainsi qu'elle apparaît lorsqu'on la regarde de la Lune.
Plusieurs critères distinguent les mers et les océans, mais pour simplifier, nous garderons seulement le critère de la taille. Les océans sont bien plus grands que les mers, et d'ailleurs la plus grande des mers reste encore 4 fois plus petite que le plus petit des océans. Les océans sont de vastes étendues d'eau salée, bordées par des continents. Du plus grand au plus petit, nous avons d'abord l'océan Pacifique, qui à lui seul représente plus d'un tiers de tous les océans. Il est suivi par l'océan Atlantique, l'océan Indien et enfin les 2 océans des pôles, d'abord l'océan Antarctique au sud et l'océan Arctique au nord. Les mers sont également des étendues d'eau salée, mais elles sont plus petites. Parfois, la mer communique avec un océan par un détroit, c'est-à-dire un passage maritime étroit entre 2 terres. Vous avez ici une photo satellite du détroit de Gibraltar entre l'Espagne et le Maroc, où la mer Méditerranée communique avec l'océan Atlantique. Les mers et les océans, nous l'avons vu, sont parcourus par environ 50 000 navires marchands par jour. Vous avez ici une photographie du trafic maritime marchand en temps réel. Elle a été prise sur le site marinetraffic.com qui est tout à fait intéressant. Je vous encourage à aller jeter un œil. J'ai sélectionné les navires de marchandises en vert, les tankers, donc ces bateaux-citernes pour hydrocarbures, en rouge, et les bateaux de pêche en orange. Pour comparer, j'ai sélectionné sur cette image seulement les navires qui transportent des passagers. Ce sont les bateaux bleus, pas les points bleus, ça ce sont des ports, mais les petites formes de bateaux bleus. Vous voyez clairement que le trafic maritime commercial constitue l'écrasante majorité du trafic maritime. Le transport de passagers est extrêmement minoritaire. Alors pour se déplacer, les navires marchands empruntent une route maritime, c'est-à-dire un itinéraire régulièrement suivi par les bateaux quand ils vont d'un point à un autre. Ces routes maritimes ne sont pas matérialisées comme les routes terrestres et les navires sont en général libres du choix de leur trajet, sauf dans les zones les plus densément parcourues par les bateaux. Ces zones sont matérialisées sur l'image par un trait rouge et vous voyez qu'elles traversent des points de passage étroits, c'est-à-dire des détroits et des canaux. Nous avons vu tout à l'heure une image du détroit de Gibraltar, entre la mer Méditerranée et l'océan Atlantique, entre l'Espagne au nord et le Maroc au sud. Vous avez sur cette carte d'autres détroits, comme celui de Malacca en Asie ou le détroit d'Ormuz au nord de l'océan Indien. 2 importants canaux de navigation ont été creusés par l'homme pour raccourcir les trajets maritimes. Le premier, le canal de Suez, a été inauguré en 1869 et relie la mer Rouge à la Méditerranée. Et le canal de Panama, entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, a été inauguré un petit peu plus tard, en 1914. Il relie l'océan Atlantique à l'océan Pacifique et évite de faire tout le tour de l'Amérique du Sud. Voici par exemple la route maritime du porte-conteneurs Antoine de Saint-Exupéry, de la compagnie maritime française CMA-CGM. C'est l'un des plus grands porte-conteneurs du monde, capable de transporter plus de 20 000 containers. Il relie l'Europe à l'Asie, c'est le trajet en rouge, puis l'Asie à l'Europe, c'est le trajet en bleu, le tout en 84 jours, soit un peu moins de 3 mois. Et il franchit d'est en ouest le détroit de Malacca, le détroit d'Aden, le canal de Suez et enfin le détroit de Gibraltar pour passer de la Méditerranée donc à l'océan Atlantique. Les routes maritimes les plus fréquentées relient l'Europe de l'Ouest, l'Amérique du Nord et l'Asie orientale. Ces 3 pôles d'échange constituent ce qu'on appelle la triade. Et par cette triade transitent 80% des échanges mondiaux de marchandises, surtout des biens de consommation. Les zones de la triade sont également reliées entre elles par un grand nombre de câbles sous-marins de communication. Et leurs façades maritimes et leurs ports sont les plus importants du monde. C'est ce que nous verrons dans le prochain cours. D'autres routes maritimes intègrent le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Océanie qui ont également besoin de biens de consommation. Mais ces routes sont aussi souvent des routes maritimes dédiées au transport de matières premières que les pays du Sud fournissent aux pays plus industrialisés du Nord. Vous voyez sur cette carte que les routes des navires pétroliers, par exemple,
partent de la péninsule arabique, qui est un grand espace producteur de pétrole dans le monde. Enfin, le réchauffement climatique et la fonte de la banquise qui en résulte rendent accessible une nouvelle route maritime qui passe par l'Arctique. Pour relier l'Asie à l'Europe et inversement, la route arctique est 2 fois plus courte que celle qui contourne l'Inde et passe par le canal de Suez. Vous le voyez très bien sur cette carte. Le passage du Nord-Est, comme l'appellent les Européens, relie la Chine et l'Europe via le détroit de Bering. Ces 11 à 12 000 km sont parcourus en 25 jours environ, contre 35 jours pour la route méridionale traditionnelle. Il est donc bien plus avantageux pour un transporteur de passer par la route du Nord-Est, ça revient moins cher. Mais la navigation y est encore compliquée pour des raisons climatiques et aussi politiques, puisqu'il y a des rivalités entre les États à ce propos, mais nous verrons cela un petit peu plus tard dans le cours. Reste que le trafic maritime dans ce passage du Nord-Est commence à s'intensifier, surtout avec le passage des navires marchands russes et chinois. Voilà, cette première partie du cours est terminée. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause pour recopier la trace écrite. Elle est un peu longue, mais il y a des notions importantes dans ce grand 1 pour que vous puissiez bien comprendre le reste du chapitre 13. Demain, vous n'aurez pas de cours en tant que tel, mais vous aurez une courte vidéo de séance qui vous indiquera ce que vous devez faire, à savoir compléter certaines définitions et étudier des documents afin de répondre à quelques questions. Et puis, je vous indique aussi des vidéos intéressantes à regarder. D'ici là, je vous souhaite une bonne continuation et je vous remercie de votre attention. À très bientôt.